L'alimentation et l'affouragement sont directement liés à l'obligation que nos prédécesseurs se sont donnée en domestiquant différentes espèces animales. Il n'y a pas d'élevage sans cette tâche qui est liée. L'alimentation, même si elle est collectée par l'animal une partie de l'année en allant pâturer, l'hivernage se traduit automatiquement par la mise à disposition d'une alimentation récoltée à la belle période et stockée. On va découvrir autour de ce thème la formidable évolution qu'il y a eu et à la fin de ce sujet, on retrouvera les techniques les plus récentes pour assurer cette alimentation. Et pour commencer, une petite virgule. Pour alimenter ces animaux, bovins, ovins, caprins, chevaux et autres espèces, on va récolter ce que la nature de la région vous donne. Il est certain que l'homme a su trouver de nouvelles solutions pour assurer cette alimentation. Si l'on se situe au milieu du XXe siècle, c'est essentiellement les prairies naturelles qui vont assurer l'alimentation, comme depuis des siècles d'ailleurs. L'herbe est séchée au cours de l'été, elle va être récoltée en vrac sous forme de foin, voire de regain pour la deuxième coupe. La première coupe en général, c'est un grand foin récolté presque à maturité, en brun long, ce qui fait que son maniement était d'autant plus difficile, alors que le regain était une fibre plus courte et tellement agréable et parfumée. On en garde forcément le souvenir. On développera dans un sujet à venir la gestion de la récolte du foin et comment échapper au risque de pluie. On va déstocker ce foin, donc, qui est en vrac dans le grenier. C'est une masse compacte de grands brins, c'est pour cela que l'on utilise d'ailleurs chez nous la formule « aller tirer le foin ». Cette opération demande beaucoup d'énergie et les gosses s'y collent régulièrement après les devoirs et cela peut bien prendre 1 heure à 2. C'est certain que l'on ne passait pas son temps exclusivement à tirer ce foin, mais on s'y amuse également beaucoup et parfois avec quelques menus incidents. La chute de l'un ou de l'autre au sol, Michel au volant en voulant sauter du plus haut, ou le crochet dans la main de Hubert par sa sœur Yvette, ou moi dans un pied, bref, des tas d'événements. La suite inévitable, piqûre de sérum antitétanique, et le père Charles qui râle et notre mère qui soigne. Rien de très grave puisqu'on est tous là. Il faut noter qu'il y avait une différence entre le foin en vrac et le foin en botte. Les outils habituels pour ce type d'opération sont assez basiques, c'est le crochet d'une part et une ou plusieurs fourches d'autre part, pour balancer le foin au travers du trou qui lui était consacré. Il y avait bien la scie à foin, dont je vous joins une image en incrustation. C'est tout ce qui permettait de trancher dans l'ensemble de la masse de façon à dégager une partie du tas, mais son emploi était quand même réservé aux adultes parce qu'il fallait réellement beaucoup de force pour réussir à faire quelque chose. Dans le système de gestion du foin, il y avait quand même quelques variantes. La plus grosse, c'est en fait les déchargeuses qui permettaient certes de décharger les voitures de foin, mais la griffe en question pouvait être utilisée pour cette fois tirer le foin et donc le distribuer. Le foin étant en vrac en bas dans la grange, il faut maintenant le distribuer. Ce foin, on va maintenant le prendre dans ses bras ou au bout d'une fourche et le passer devant les vaches, en passant entre elles ou en utilisant dans certaines exploitations des passages qui étaient aménagés dans le mur face aux animaux. Pour les chevaux, avec une fourche, on va charger le râtelier. Les premiers progrès vont être liés à l'amélioration de la gestion de la récolte et notamment l'arrivée des presses basse densité qui vont permettre de constituer un ballot qui devient l'unité de mesure pour charger une remorque et effectuer le tas au grenier. C'était un premier progrès, mais la grosse amélioration, ça va être l'arrivée des presses à moyenne densité où là, on avait de véritables bottes qui pouvaient être chargées de façon propre et constituer un tas tout autant, où chaque botte était indépendante. Cette fois, le brin du foin est coupé, ce qui fait que l'ensemble est nettement plus au carré. Néanmoins, le foin en vrac va continuer sa vie malgré tout, car c'est une autre technique qui doit être utilisée pour gérer cette fois les aléas climatiques, notamment en moyenne montagne, mais pas seulement. C'est le séchage en grange. Cette chaîne de récolte va aussi bénéficier d'un certain nombre d'aménagements ou d'améliorations, à commencer par la remorque autochargeuse, puis la gestion par des systèmes de griffes du chargement des cellules et du déchargement de ces mêmes box.
Par ailleurs, il était devenu essentiel d'améliorer la qualité des fourrages avec une récolte plus précoce, une troisième récolte même, en échappant ainsi aux conditions météo parfois ingérables. On verra un peu plus loin quelques images sur ces équipements. L'ensemble de la chaîne d'affouragement ne pouvait qu'être amélioré, notamment par une amélioration de la mécanisation de la récolte, car au-delà des prairies permanentes, la révolution fourragère va nous conduire vers des prairies temporaires. Cette intensification fourragère se traduisait presque automatiquement par une amélioration de la chaîne de récolte, de stockage et de distribution. À ce point de vue-là, les bâtiments vont donc devoir évoluer. C'est un sujet que l'on traitera dans les temps à venir. Toutes ces régions ont su faire évoluer leur système de récolte grâce à des équipements spécifiques. Les régions de montagne ont souvent été à la pointe dans ce domaine et il n'y a pas manqué de visiter en Suisse ou en Autriche des solutions qui étaient utilisées par les paysans de ces pays. L'alimentation à partir de foin était restée nécessaire pour la transformation du lait en fromage de garde. C'est notamment le cas pour tous ceux des régions de Comté, d'Emmental, de Beaufort et autres fromages de garde. Le recours à l'ensilage étant impossible compte tenu de la pollution possible en sport butyrique, donc la solution foin était incontournable. Si l'on regarde sommairement les évolutions, on est en étable entravée, on va retrouver la création d'une véritable allée d'alimentation permettant une distribution aisée du foin. En stabulation libre, au début, on a créé une allée d'alimentation proche du stockage du foin qui permettait une distribution plus facile et mécanisable. Avec les balles moyenne densité qui faisaient entre 12 et 15 kg, on avait une meilleure maniabilité à la fourche et l'on n'avait qu'à couper les ficelles et répartir ce foin le long des cornadis. Une autre évolution va se faire au travers des balles rondes. Là, cette fois, on change de dimension car cette fois, une balle peut peser entre 120 et 200 kg. Elle ne peut donc être manipulée qu'avec un tracteur équipé d'une fourche frontale au minimum. Là non plus, les accidents ne vont pas manquer. Le tas de bottes qui s'écroule sur le conducteur du tracteur, sans cabine. On va donc couper les ficelles et dérouler la balle le long de la table d'alimentation. Puis, on poussera ce foin contre le cornadi ou dans l'auge. Dans certains cas, la balle sera mise totalement dans le râtelier. L'amélioration globale de la productivité des animaux, grâce à la sélection, au progrès de la production fourragère, va se traduire par une nouvelle approche de l'alimentation. L'abaissement des coûts de production, par la diminution de l'apport d'aliments concentrés, va générer cette nouvelle approche où l'on va chercher à équilibrer la ration à un niveau plus du double de celle qui faisait référence dans les années 70-80. En effet, si hier on se battait pour équilibrer une ration de base à 10-12 kg de lait, aujourd'hui on cherche à équilibrer cette ration minimum à 25 voire 28 kg ou plus, ou même à la logique de la ration complète. On le voit, on change complètement de dimension, on va mettre dans cette préparation l'ensemble des ingrédients, depuis le foin et l'ensilage, des sous-produits industriels de type graisse de brasserie ou pulpe de betterave, des tourteaux et des compléments minéraux. Mais pour cela, on va préparer un nouveau type, ce sera une ration mélangée qui va générer un nouvel équipement qui va faire référence la remorque décileuse, mélangeuse et distributrice. La remorque mélangeuse distributrice va être la référence des équipements pour préparer et distribuer l'alimentation dans la majorité des espèces, bovins lait, bovins viande, ovins caprins. Elle présente l'avantage de regrouper l'essentiel des fonctions depuis le chargement ou le dessilage en passant par la découpe, le mélange et enfin la distribution. Aujourd'hui, dans toutes les exploitations moyennes et plus importantes, cet équipement est devenu la référence. C'est à une véritable révolution que nous venons d'assister en une grosse dizaine d'années. Elle a conquis la majorité des élevages. Pourtant, il faut se rappeler que ces équipements, l'augmentation de la productivité et de la taille des élevages a eu pour conséquence conjointe une mécanisation poussée de l'alimentation.
si l'alimentation biquotidienne était une tâche importante de la fonction d'éleveur, reposant essentiellement sur un travail de manutention, obligeant à développer une certaine force physique, aujourd'hui, l'alimentation se fait essentiellement autour d'une machine qui assure l'essentiel des fonctions avec beaucoup de précision puisque l'ensemble des ingrédients constituant la ration sont pesés et mélangés, ce qui permet de mettre à disposition des animaux un mélange prêt à consommer. Donc la mécanisation est quand même la bienvenue car elle a permis d'économiser les femmes et les hommes chargés de cette tâche. Elle a aussi permis de mieux valoriser les ressources fourragères de l'exploitation et des aliments grossiers qu'en son temps la vache pouvait trier et éventuellement ne pas consommer. L'alimentation avant, on n'avait même pas la dérouleuse, on déroulait les bottes de foin devant, on avait le godet dessileur, mais on mettait le maïs le matin et plus le fourrage grossier le soir. Voilà. C'était moins bien pour la vache parce que la vache triait, enfin la vache avait des saccades au niveau de l'alimentation et c'est pas bon du tout pour le ruminant, quoi. Vous êtes passé en balleron en quelle année? En 92, je pense. 92. Mais, et la mélangeuse, il y a? La mélangeuse, l'année du bâtiment, un an avant, je crois. Donc, on a fait le bâtiment l'année dernière. 2017, je pense. Ouais, 2017. Aujourd'hui. Eh ben, la ration des vaches, elles ont 3 kg de foin, 10 kg d'enrubanage, 20 kg de maïs en silage, 6 kg de drèche, 6 kg de pulpe de betterave et 4 kg de céréales. Tout ça pour toute la journée. On nourrit qu'une fois par jour. C'est essentiellement à base d'herbe et de maïs, donc en silage. Le problème c'est que le troupeau grossissant, l'été, il y a une partie pâture mais qui est plus de la promenade, parce que 170 vaches à la pâture, il faudrait X hectares derrière le bâtiment, et qui plus est avec des passages, c'est-à-dire des vaches qui passent au même endroit matin et soir, dès qu'il pleut un petit peu, ben, c'est un bourbier. Donc nous, l'aspect pratique, ben, c'est les vaches, elles sont au bâtiment, dès qu'elles vont faire leur marche, on va dire, brouter au printemps, avril-mai, qui plus est avec la météo, le climat qui change, on se rend compte que ben, du 15 mai au 15 septembre, bientôt au 15 octobre, dehors, il n'y a plus rien à manger, quoi. Donc il a fallu s'adapter aussi, prévoir des stocks plus gros pour pouvoir taper dedans, je dirais, hiver comme été, quoi. Voilà. Et en plus, c'est vrai qu'on a des bâtiments qui sont fonctionnels. Les vaches, à l'exemple, alors on entend tout un discours sur le bien-être animal. Les vaches elles peuvent aller dehors librement l'été, mais il y a brasseur d'air, ventilo et brumisation dans le bâtiment. Il n'y en a pas une seule qui sort, quoi. Donc si vraiment elles étaient mieux dehors que dedans, ben, elles ont le libre choix, elles restent dedans. Donc c'est qu'elles ne sont pas si mal que ça, quoi. C'était pareil, une mélangeuse, mais derrière un tracteur. Et aujourd'hui, comme on a 2 sites, on a opté pour la mélangeuse automotrice. C'est l'aspect pratique. Il n'y a qu'un engin à déplacer à chaque fois, et pour charger et pour distribuer. Donc un gain de temps énorme. Et ben, ça fait le trajet en même temps des 2 sites qui sont espacés de 4 km en roulant à 45 km/h. Donc voilà, c'est vraiment l'aspect pratique et puis un gain de temps mais phénoménal, quoi. Voilà. On descend plus, tout est, bon, après il faut être organisé, hein, avec des cases où tout est prêt d'avance. Mais après, nourrir 170 vaches, c'est 20 minutes, quoi. Voilà. Comme ça. On alimente 650 bovins. Et c'est 650 bovins, je dirais que c'est 1 heure, quoi. Voilà. 1 heure d'alimentation par jour. Ça va quand même relativement vite, quoi. Nous parlons aujourd'hui essentiellement de l'alimentation à partir du fourrage sec, mais nous allons pouvoir, dans un prochain épisode, traiter d'un autre mode de conservation des fourrages. Je veux parler de la solution en silage. On le verra dans un autre épisode. Dans tous les cas, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce en l'air, éventuellement à faire un commentaire dans les rubriques sous la vidéo. Puis, dans tous les cas, abonnez-vous, activez la cloche afin d'être informé dès qu'un nouveau sujet est disponible. Merci d'avance et au revoir et à la prochaine fois. Merci.